Bienvenue au Polysécure, épisode sur l'actualité. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de choses-là, puis bon, on m'a approché récemment pour un peu réactiver ce volet-là du podcast que j'ai un peu délaissé, je dirais, depuis un certain temps. Pour m'accompagner, je suis quand même pas tout nu. Je suis accompagné de Thomas, Dominique et Claude. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je vais commencer. Alors, donc, c'est Thomas Venachter. Là, je suis le CEO de Neotrust au Canada. J'ai à mon actif plusieurs dizaines de milliers de certificats 509 réalisés. Donc, on peut dire que je suis un peu expert en crypto. Et puis voilà, je suis là. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour parler de l'actualité qui est très chargée. Oui, absolument. Dominique? Merci Nicolas pour l'invitation. Écoute, moi je suis Dominique Derrier, je suis CISO dans le groupe Neotrust, la gestion des risques, l'accompagnement des structures, notamment au Québec avec des structures, des PME, sur tout ce qui est l'implémentation de la cybersécurité, les enjeux de la cybersécurité. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Également, Claude? Merci Nicolas pour l'invitation. Je suis content d'avoir gagné le tirage au sort. Vous savez que ça nous permet de connaître l'autre côté de c'est quoi un podcast. Dans le fond, moi, je suis spécialiste en cybersécurité, puis en IoT, puis toute autre chose. Je suis un spécialiste aussi en mécano. Très intéressant. Je pense que tous ces expertises-là vont être très intéressantes dans la barre des différents éléments d'actualité qu'on va aborder aujourd'hui. On a 5 nouvelles qu'on va vouloir aborder avec vous autres parce qu'elles sont très intéressantes parce qu'elles sont très d'actualité. La première, puis je pense que celle qui fait le plus de bruit dans les médias à l'heure actuelle, c'est l'attaque de Microsoft par les Russes qui ont été jusqu'à rentrer dans les systèmes quand même très, très profondément chez Microsoft. Et ce qu'on a appris récemment, c'est qu'il y avait fuité de l'information sur le dark web de cette fuite-là. Et de cette information-là, on a étonnamment appris qu'il y avait un logiciel quand même assez majeur chez Microsoft qui va connaître une fin de vie, à mon sens, prématurée. Écoute, je peux prendre la main là-dessus, effectivement, là, dans des recherches un peu de CTI, là, le Cyber Threat Intelligence, on récupère pas mal d'informations. Et là, il y avait cette information qui est quand même essayée d'être cachée, en tout cas du grand public, qui est la fin d'un logiciel qu'on connaît tous, hein, qui s'appelle Excel. C'est pas mal une grosse problématique parce que aujourd'hui, en plus, on note dans la documentation, c'est pas très très clair, mais on note dans la documentation qui est exposée que le plan de SaaSification, de passer toutes les applications dans le SaaS, hein, on parle de toutes les applications de la suite Office 365, là, notamment Excel, et c'était un plan pour finalement complètement arrêter cette partie de Excel. Je pense même qu'il y a même c'est pré-release, je pense qu'il y a un numéro de KB, je sais pas Thomas si tu l'as vu. Oui, bah oui, ça c'est assez formel. Hein. On parle du KB 5035 889 là. On en a empilé un certain nombre sur Excel. C'est un gros choc aujourd'hui là. On a une petite pensée pour toutes les entreprises qui tenaient leurs inventaires sur Excel là, qui n'avaient pas encore franchi le pas sur d'autres outils là. Il va falloir tout recommencer, notamment sur la loi 25, là, les inventaires de données. Donc, c'est un gros choc. Moi, j'avoue que je suis sous le choc parce que je me suis posé une questions et puis, je me suis toujours posé la question quand je travaillais à la Défense, là, avec tous ces buildings et toutes ces personnes qui travaillaient essentiellement sur Excel, sur PowerPoint, qui généraient beaucoup de données. Et je me suis dit, il y a quelques années, qu'est-ce qui se passe si Excel disparaît? Et on est dedans. Claude, tu peux... Puis on sait aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises que c'est basé sur Excel. Ils pouvaient faire plein de choses, mais ce logiciel-là, avec sa fin prématurée, ça va amener vraiment des organismes puis des entreprises à revoir leur façon de faire. Puis est-ce qu'ils sont prêts à faire ce mouvement-là, puis dans peu de temps? Écoute, Claude, je fais du pouce sur ce que tu dis. Nous, on rencontre dans le cadre de nos missions, on fait des inventaires, notamment en termes de cybersécurité, et on n'a pas de logiciel exprès pour ça. Donc aujourd'hui, c'est Excel qui est utilisé pour noter toutes ces informations. Donc il y a des gens qui font la démarche, donc c'est déjà compliqué pour eux. Quand je vais leur dire demain matin, désolé, il va falloir scraper ce que vous avez fait, ça va être très très compliqué. Puis j'ose même pas imaginer à tous les développeurs de macros, de VBA qui ont été développés depuis ces dernières années, je n'imagine même pas ce qui va se passer. Je crois
C'est clairement la fin d'un cycle, je pense, là, pour tous ces développeurs qui vont, on verra plus cette fameuse bannière bloquer les macros, autoriser les macros. Là, c'est quand même un pan de. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est quand même une grosse nouvelle là qui va apparaître. Même si je pense qu'on s'était habitué avec ce mécanisme-là à ne pas les activer par défaut là. Je pense aussi à tous les cabinets de comptables là, qui majoritairement utilisent aussi Excel pour faire tous les calculs, etc. Là, ils vont devoir forcément migrer sur quelque chose là, et ça va vraiment chambouler le quotidien de tous ces utilisateurs là. Il y a d'autres nouvelles qui circulent sur TikTok là, Dominique. Là, je sais pas si tu peux. Oui, on parle de la période d'impôt là. Je sais pas, Claude, si tu veux pousser un mot. Mais dans le fond, on a beau dire ce qu'on voudra, mais c'est un bon point pour la sécurité. Parce que déjà, ça va faire en sorte que les gens, les petites entreprises n'auront plus, les PME n'auront plus à s'occuper des macros, ils seront plus là. En soi, c'est une bonne nouvelle, mais il y a une contrepartie. Est-ce que les organisations sont prêtes à faire en sorte que ça se fasse sans heurts, sans grinchement dedans? C'est ça la question. Mais c'est clair, et on voit aussi. Moi, je trouve que c'est pas forcément la meilleure. Je comprends la bonne nouvelle, c'est pas la bonne période. On est dans les retours d'impôts. C'est clair qu'il y a des fichiers Excel qui transitent avec les comptables, etc. Enfin, honnêtement, d'apprendre ça en plus par un moyen détourné parce que c'est une nouvelle qui vient de black market, etc. Là, donc c'est vraiment très dommageable, quoi. Mais en parlant de côté positif, on voit qu'il y a quand même d'autres personnes qui ont eu l'information parce qu'on commence à voir dans les réseaux sociaux, notamment TikTok, parce que la réponse se fait progressivement et on imagine là déjà des fichiers, le retour des fichiers CSV. Et là, on voit des influenceurs qui commencent à proposer les façons de délimiter les champs dans les fichiers CSV. Donc là, on en a un qui est spécialiste pour positionner la tabulation. Je pense que c'est pas mal. Il a une communauté forte en langage Python, donc je pense qu'il est très tabulation pour séparer les champs. Je pense qu'on a vu un autre qui était sur les points-virgules et ne jurait que par les points-virgules. C'est plutôt, à mon sens, des programmeurs C++ qui sont restés encore dans ce modèle-là. Et j'ai vu un dernier qui avait carrément mis le signe dièse, Sharp. J'ose croire que c'est un peu en image au C Sharp. J'ai pas vu de Java à l'intérieur. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Écoute, la chose à retenir quand même, c'est que le prochain Patch Tuesday, là, comme ça s'annonce, c'est dans 8 jours. Donc, ça nous laisse quand même un peu de temps pour réagir à tout ça là, et faire les premiers moves là. Mais pour le coup, voilà, ça arrive très brutalement et je pense que on va tous se mettre au diapason là pour voilà, sauver ces entreprises qui se basent sur cet outil historique. Mais comme ils disent la chanson, c'est le début d'un temps nouveau. C'est clair. Ça va être une révolution quand même assez violente. Je pense qu'il va y avoir, comme Claude disait, des grincements dedans. Mais en même temps, moi, je suis du côté de la sécurité. Je trouve ça magnifique qu'on n'aura plus de macros qui vont infecter des postes de façon infinie. Fait que les malveillants aussi doivent être très malheureux de cette situation parce qu'ils n'ont plus de vecteurs faciles à l'utilisation pour aller infecter tout le monde et de foutre le bordel partout. C'est évident. Tous ceux qui ont peur des attaques de phishing sans les macros, c'est sûr que ça va être un peu. C'est un point positif. Puis dans le fond, moi j'ai presque un souhait. Quand est-ce que la clé USB va disparaître? Le port USB, on devrait tout enlever ça tant qu'à moi pour justement empêcher les disques durs, toutes les compromissions qui peuvent se passer à cause de ça. On n'a plus la force de Steve Jobs qui a fait débarrasser de bien des vieilles technologies dont les CD. Malheureusement, il n'est plus parmi nous pour pouvoir faire ce combat-là des clés USB. Je pense que celui-là, on l'a perdu et on va devoir vivre avec des clés USB encore un certain temps. Ce qui m'amène au sujet suivant. Avec justement, on parlait des malveillants qui rentrent dans les systèmes, tout ça. Le 2 facteurs a fait ses preuves pendant un certain temps pour limiter l'attaque de ces malveillants-là, d'arrêter de renvoyer des rançons et ainsi de suite.
Ceux-ci se sont adaptés, ont trouvé des moyens pour réussir à contrer l'efficacité du 2 facteurs. Au Canada, on a commencé à réfléchir à une nouvelle technologie, une nouvelle approche. Justement, on va rajouter des facteurs pour être capable de se protéger encore mieux de ces attaquants-là qui sont de plus en plus sophistiqués et qui foutent encore plus le bordel dans nos réseaux. Non, clairement, merci Nicolas d'introduire le sujet, hein. Ça fait un moment qu'on entend parler du two-factor et puis du multiple factor. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, on a un premier identifiant qui va être le nom, le courriel, le pseudo. Là, on a l'habitude, ça nous a toujours permis de nous connecter avec un mot de passe. Donc, on a déjà nos 2 facteurs. Et puis, on a introduit quand même récemment d'autres méthodes pour avoir le 3e facteur, que ce soit les applications tierces, les SMS, les clés, les jetons. Je pense qu'on a évolué vers tout ça, mais on se rend compte que aujourd'hui, c'est clairement pas suffisant là. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment on pourrait encore durcir cette façon de contrôler son identité, de s'authentifier. Et donc, le Canada qui est quand même assez proactif sur ces sujets-là. Imagine une solution là, on va peut-être pas y venir tout de suite, mais voilà, en tous les cas, c'est assez intéressant de se dire ok, on va aller plus loin. Pour rappel, les multiples facteurs, c'est ce qu'on sait. Hein, normalement, le mot de passe, c'est ce qu'on met dans la catégorie ce qu'on sait, ce qu'on a. Donc là, ça peut être quelque chose de physique. Et généralement, quand on parle two facteur, on exprime la carte de crédit. On a un petit bout de plastique qui a la carte de crédit, donc on l'a dans la main. Ce qu'on sait. On a le troisième facteur, ça peut être une clé, un jeton, un MFA. Et donc là, l'idée, et je la trouve vraiment bonne pour vraiment arrêter toutes ces histoires de phishing, etc., c'est d'avoir un 4e facteur. Et je pense que là, je sais pas, Claude, si tu veux rajouter quelque chose sur ce 4e facteur. Dans le fond, je pense que l'apport de Post Canada, pour pas le dire, va être sollicité parce que si on regarde ClickSecure, la SAC présentement est déjà prêt à procéder. Ils font déjà envoyer un envoi postaux pour avoir l'authentification. Il va rester seulement à distribuer aux gens une genre de clé RSA qui, on dit RSA, c'est une compagnie, mais le choix n'est pas fait. Je pense qu'ils sont présentement en train d'étudier le principe pour faire en sorte que tout citoyen qui ont accès, mettons, à leur permis de conduire, ou même, il paraîtrait aussi qu'ils veulent annexer ça aussi à la carte d'assurance maladie parce que les bases de données communiquent, ça fait que ça serait un moindre mal. D'après moi, le 4e facteur avec Post Canada, eux autres, ils l'ont déjà utilisé et ça fonctionne. Je sais pas si vous avez déjà fait un mauvais mot de passe, ils vous demandent, on va vous renvoyer un courriel, on attend 5-6 jours, puis on l'a. Ouais. Mais dans le fond, avec la clé, une clé RSA ou autre type d'authentification, je pense que ça va être que gagnant pour la sécurité. Mais en tout cas, je ne sais pas, Dominique, qu'est-ce que tu en penses? Dans l'annonce, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça parce qu'en fait, Post Canada va utiliser son réseau de facteurs justement pour couvrir à la grandeur du pays cette notion de 4e validation sur la validité de la personne. Donc, on va pouvoir réinjecter un petit peu de travail pour tous les postiers qui seront là, qui vont servir de 4e facteur pour valider l'identité des utilisateurs. Je pense qu'on atteint un bon niveau de cybersécurité. Encore une fois, ce qu'on a, ce qu'on sait, ce qu'on est, et cette validation qui arrive autour. Non, puis au moins pour une fois, on simplifie un peu la démarche. On prend un facteur comme 4e facteur. Je pense que ça va être compréhensible par l'ensemble de la population là, et ça va amener quand même un niveau de sécurité qui va être vraiment ancré dans la culture. Nicolas? Oui, absolument. Puis je suis très d'accord avec cette opinion-là sur la facilité de communiquer le message. En cybersécurité, on a un énorme problème de communiquer et comment ça fonctionne. Dans ce cas-ci, on vient placer des choses qui sont déjà habituelles pour les gens ou dans certains cas, dans les centres, dans certains endroits où on a vu disparaître le dit facteur, on va le ramener justement vers un élément de continuité, de connu pour les gens et justement faciliter l'adoption. Puis notamment pour les personnes comme mes parents qui sont pas super technophiles, qui ont un peu de difficulté, on se retrouve avec une technologie à ce moment-là qui est plus appropriée pour eux, pour les aider à cheminer et à se sécuriser davantage. Définitivement une bonne nouvelle.
Moi, je trouve, par exemple, il y a un problème. Nous, en ville, on comprend, mais si on parle en région, que les facteurs, tu sais, oui, ils peuvent faire la job, mais ça va impliquer qui rentrent aux maisons. Puis des fois, c'est pas nécessairement. Ou ceux aussi, les boîtes publiques, là, que les gens se rendent. Est-ce que le facteur va s'accoter sa boîte puis va attendre les gens quand ils vont venir chercher leur courrier? Ben, de mon avis, c'est qu'ils vont justement retourner les facteurs en région, c'est qu'ils vont détruire ces boîtes-là qui ont créé beaucoup de controverses dans les banlieues et justement de ramener le facteur comme étant un élément important dans notre société qui a forgé notre société canadienne à bien des égards et justement qui va nous placer dans une position supplémentaire qui va justement améliorer cet élément-là qui, je crois que les gens se sont énormément plaints de la disparition des facteurs et les faire remplacer par des boîtes, mais en retour, c'est une belle façon de mettre de la cybersécurité dans une chose qui est connue et qui va justement socialement plus accepter. Là. 100% avec toi, Nicolas, là-dessus. C'est un beau retour des choses, démocratiser la cybersécurité, rendre ça plus accessible. Je pense que, voilà, c'est franchement, je suis très, très, très content de cette nouvelle, en tout cas. Puis, dans le fond aussi, ça va permettre, je reviens encore avec les régions, j'ai une appartenance aux régions peut-être parce que je viens de là, mais tu sais, ils ont fermé toutes les instituts financières dans la région, mais si la poste, le facteur peut être un point rassembleur dans les régions, dans les villages, c'est toujours intéressant qu'est-ce que ça peut emmener. Puis au point de vue de la sécurité, parce que ça va être des ambassadeurs pour la sécurité, faut pas oublier ça, parce que ces gens-là, ils vont être à même de discuter avec mon père, ma mère pour dire, regardez, votre sécurité est importante, voici pourquoi. Puis, dans le fond, en tout cas, c'est ce que j'en pense, mais est-ce que ça va, on sait jamais comment ça va finir, ces choses-là, mais en tout cas, c'est de la façon que j'entrevois l'avenir côté cyber, ça va donner un coup de main parce qu'on pourrait plus tard les mandater. On a des entreprises, ils pourraient s'occuper de l'authentification des entreprises quand tu es dans chaque région là, où ils se retrouvent. Un peu comme une cantine qui passe passer au lunch pour aller authentifier les gens. Non, moi, c'est un très beau lien avec la population cybersécurité, franchement. C'est un défi, je pense, pour Post Canada de faire ça. Ça va peut-être relancer aussi l'embauche de facteurs. Donc, je trouve que c'est bon pour l'économie aussi. Mais est-ce que le facteur, c'est un organe qui est, dans le fond, fédéral? Quand on arrive comme au Québec, c'est pas que le Québec est plus méchant que les autres, loin de là, mais c'est l'avenue. Est-ce qu'on va avoir notre propre facteur québécois? Au lieu d'être, il va t'habiller en bleu, comme c'est ça que je me demande là. Écoute, tout n'est pas précisé dans l'article. Il y a encore peut-être un peu de rodage. Il va falloir que ça tourne en quelques mois avant de pouvoir faire un statut. Je serais très très content de pouvoir en rediscuter dans peut-être un mois, dans un trimestre, quand ce sera bien établi. Bon, justement, on validera avec les états des projets pilotes parce que naturellement, ça se fait par projet pilote, ce type de déploiement-là. On ne le fait pas à la grandeur du pays parce que c'est un peu complexe. Mais j'ai l'impression que l'adoption va en favoriser justement l'adoption majeure et à l'ensemble du pays. Je vais basculer à la nouvelle suivante qui est un peu on parle des régions. Microsoft s'est essentiellement inspiré de 2 pays totalitaires pour se protéger de ces 10 pays-là en venant séparer l'Internet ou son Internet finalement du réseau global qui est là en voulant réduire énormément les attaques qu'on vit et justement de ces acteurs hostiles-là qui eux-mêmes font ce genre de stratégie-là. Donc, Microsoft viendrait déployer son propre réseau avec ses propres composants et ça va également dans la mouvance de la Xbox, de tous ces systèmes-là de plus en plus complet offert par Microsoft. Écoute, moi quand j'ai vu cette news, j'y crois pas. Enfin, honnêtement, je n'y croyais pas. J'ai déjà écouté les conférences, notamment avec Franck Desserre quand il nous a parlé de Splinternet et comment est-ce que les États commencent à se protéger, avoir un peu de souveraineté et d'avoir des réseaux complètement fermés. Et en parcourant l'information, la note qui était dedans, il y a cette notion de vraiment de tout séparer. Et alors,
Encore une fois, tout est compris dans la licence d'Office 365. Donc, c'est quasiment, ça vient avec le porte-clés, là. Donc, une fois qu'on l'a, c'est quasiment autonome. Je trouve que l'idée, même si elle est complètement d'un sens farfelu, je trouve que c'est clair que ça va éviter les brutes de force parce qu'on va être dans un réseau de gens de confiance. Donc, il y aura que des personnes de confiance dans le réseau Microsoft, que des usagers Microsoft. Tous les gens qui voudront communiquer par courriel, ce sera automatique. Donc, ça devrait limiter le brute de force, ça devrait limiter le phishing, ça devrait limiter toute l'ingénierie sociale pour voler des comptes. Donc, je trouve que même si cette idée un peu étrange, je trouve qu'elle peut apporter des points de vue sur la cybersécurité. Non, et puis la tendance est quand même assez générale. Là, on voit que Google aussi étudie la piste de lancer son propre aussi réseau déconnecté. Tencent en Chine aussi avance sur le sujet là. Donc on ressent vraiment que ça va être l'un des sujets de l'année et puis peut-être des années suivantes là. Comment on va s'adapter? On va sans doute devoir faire des choix s'il y a plusieurs réseaux déconnectés d'Internet pour accéder aux informations. Voilà, donc Claude? Oui, moi, je vois un intérêt très grand puisque Microsoft a déjà, et comme Google aussi d'ailleurs, leur propre réseau autonome d'Internet à l'heure actuelle. Donc, sont déjà outillés pour disposer de ce genre de choses-là. Donc, ils n'ont pas une étape très grande à faire avant de nous basculer vers ces environnements-là qui sont 100% dans ce cas-ci Microsoft et probablement qui va devenir en compétition avec le réseau 100% Google où on va naviguer dans un univers qui est un microcosme, mais protégé de cette hostilité-là qui vit à l'heure actuellement sur Internet et dans lequel on a littéralement perdu le contrôle de ce qui se passe, contrairement à des environnements ou des réseaux privés comme ceux de Microsoft ou Google, qui sont beaucoup plus contrôlés, beaucoup plus calmes, si on veut, en quelque sorte. Et je trouve intéressant que Microsoft vienne battre au punch Google et qu'ils prennent les devants de cette offre-là. Moi, par contre, ça me pose un questionnement. Si une personne, mettons, qui fait partie de ce réseau-là, puis il perd mettons qu'il fait une action qui nuit sans le vouloir, tu sais, un clic à mauvaise place, puis là, il perd. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces gens-là? Ils vont les bannir, pendant 2 semaines, 3 semaines, c'est presque inacceptable quand tu es au travail, puis que tu perds ton accès. Ça l'amène un côté monétaire à cette situation-là, parce que l'employeur va faire quoi? Toi, tu peux pas te brancher. On s'entend tous que tout le monde se branche Internet. Internet sur un poste ou des choses. Ça fait que si on coupe ce lien-là, ils vont sortir la machine à écrire pour la madame qui, par erreur, a ouvert un fichier ou un document. C'est clairement dit dans la documentation, là. C'est clair, au bout de 3 fois d'action malicieuse, tu vas te faire barrer ton compte. La première fois, c'est une réponse progressive, là. La première fois, c'est 1 heure. Après, c'est une demi-journée, 1 semaine. Puis, et ton abonnement est court. Tu pourras pas réclamer de l'argent, quoi. Donc, faudra faire attention. Mais, normalement, comme c'est un réseau qui est quand même privé, et on va faire une sorte de réseau privé à grandeur de l'environnement Microsoft, qui est quand même un nombre assez incalculable de clients. Quoique maintenant, Microsoft doit avoir des comptes cachés ou en tout cas doit tenir une bonne comptabilité là. Mais moi, ce que je vois, ça reste dans un monde fermé. Et ils ont fait l'acquisition d'OpenAI il y a pas très longtemps. Donc, ils vont pouvoir aussi générer du contenu qui ne viendrait pas de l'Internet, mais qui serait auto-généré par l'intelligence artificielle. Donc, en fait, tous nos besoins informatiques seraient comblés dans ce réseau et on n'aurait que des gens de bonne volonté, que des gens gentils qui seraient dans ce réseau-là pour pouvoir profiter de l'outil informatique pleinement. Mais, vas-y, Nicolas. Ouais, moi, avec le temps, je suis d'accord qu'on punisse de façon réelle les gens qui cliquent sur les mauvais liens, qu'on arrête de les tolérer dans les choses-là, justement pour qu'on arrête d'avoir des problèmes. Probablement, ça est un élément qui va nous amener vers une solution, je pense, dans un environnement de cybersécurité supérieure et les gens vont être punis. Comme on est puni sur la route quand on va à des vitesses excessives, on reçoit des amendes et on est mis à chose jusqu'à perdre notre permis d'être sur la route. En ce sens-là, on se retrouve dans un environnement sécuritaire plus fermé et plus contrôlé qui nous permet justement d'être en toute quiétude comme bons citoyens et que les moins bons citoyens soient relégués ailleurs, mis en punition.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai vu des situations dans ma vie professionnelle qu'on se faisait scanner par d'autres gens qui étaient dans un autre environnement qui nous scannaient. Mais ces gens-là, c'était des professionnels. Du jour au lendemain, tu perds tes professionnels en disant, hey, tu n'as plus d'affaires là parce que excuse-moi le mot, là, tu as travaillé en clown, tu as fait ton clown. Ben, j'ai dit, ben, regarde, écoute, tu t'en vas pêcher, sur le bord du quai en attendant que tu reviennes, là. Je suis entièrement d'accord qu'on mette les clowns à l'amende et qu'on les mette à côté. Fait que, puis on est dans l'objectif, puis l'objectif de Microsoft est clair dans la communication que j'ai lue, où ils veulent un réseau sécuritaire. Fait qu'il n'y a plus d'espace où je vais aller tester la sécurité comme de façon inattendue, que je vais faire des affaires croches et des choses comme ça. On est dans un environnement où on vient d'aplanir le problème. Donc, tous ces gens qui veulent explorer de façon démesurée, qui veulent aller tester la sécurité, ben, ne seront pas bienvenus dans cet environnement-là. Et donc, on se retrouve à nécessairement se retrouver dans un environnement dit sécuritaire. Moi, j'ai hâte à ça, là. J'ai l'impression, en parlant, que c'est un peu comme un parc de Disneyland en Floride, où on est dans des environnements contrôlés, où tous les gens sont là pour avoir du fun ou pour créer de la valeur, pour générer. Il y a tout ce qu'il faut. Moi, rien que de fait, encore une fois, je reviens sur la notion de generative AI, où c'est clair qu'on aura de la véracité dans les propos, des informations véridiques. On sera vraiment dans un milieu de confiance et ce sera beaucoup plus simple de vivre et de se concentrer sur l'essentiel, qui est pas les TI, c'est pas l'essentiel dans notre vie, c'est quand même d'avoir un peu du plaisir et d'être heureux, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Thomas. Hein, ouais, c'est finalement quand même une bonne nouvelle, hein, ce niveau de sécurité qui va augmenter pour tout le monde là. Après, il y aura des choix à faire, bien évidemment, sur son fournisseur. Hein. Faut évidemment faire ce choix comme on peut le faire aujourd'hui là aller sur la suite Google ou sur la suite Microsoft, mais en grosso modo là il y a peut-être aussi un temps d'adaptation au niveau des hackers là qui vont devoir se réinventer un petit peu pour rentrer dans ces réseaux, hein. Donc on risque d'avoir un SaaS un petit peu là où on a plus tranquille, plus on peut respirer, on n'a pas peur de cliquer sur un mauvais lien, etc. Parce que tout le monde se fait confiance là, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Moi, une chose que je vais vous prédire, 6 mois après le début de ça, les gens, et d'après moi, on a 30% des gens là, qui ne travailleront pas parce qu'ils vont avoir rendu à 3 essais puis ils vont être kickés out parce qu'ils n'ont pas suivi les règles établies par le grand Manitou, là. Ah, mais si tu roules trop vite sur l'autoroute, Claude, tu peux te dire qu'à un moment donné, on va t'enlever ta licence, hein? Donc, à un moment donné, il faut avoir une responsabilité, comme dit l'oncle Ben dans Spider-Man, grand pouvoir, grande responsabilité, quoi. Ouais, je comprends. Moi, je comprends. Puis en plus, c'est la probabilité d'avoir un lien hostile, de cliquer sur un lien est plus faible, puisqu'il y en aura peu ou pas du tout dans ces environnements-là. Donc, on sauve les gens un peu contre eux-mêmes. Donc, les seuls vrais perdants dans ces environnements-là, c'est les gens en cybersécurité comme nous qui n'ont plus vraiment de travail, puisque tout va être contrôlé, tout va être surveillé par des entités. Donc, la seule possibilité pour nous de continuer à pouvoir travailler, avoir des emplois, c'est de travailler pour les grands comme Microsoft et Google et de venir surveiller ce grand Internet fermé de ces grandes corporations-là. Oui. Écoute, je pense que c'est une piste d'avenir. Faut pas briser les initiatives comme ça, je trouve. Je trouve que c'est un peu en avant. Et en parlant de pas en avant, on a eu beaucoup de brouhaha dans les dernières semaines au Canada, puisqu'il y a eu une initiative de loi bannir le Flipper Zero par le gouvernement canadien. Cet élément-là a soulevé beaucoup de passion, notamment chez Greenpeace, qui s'est senti vraiment visé parce que le fait que Flipper est quand même un personnage emblématique au niveau écologique, et ont décidé de lancer l'opération justement pour lutter contre cet élément-là. Juste, ouais, ça fait un peu Greenpeace contre-attaque, hein. Je pense que clairement là, il fallait faire quelque chose là. Et je pense. Vas-y, Claude, tu voulais surenchérir là. Non, continue, Thomas, parce que moi, dans le fond, l'idée de Greenpeace au niveau de Flipper, puis en se basant sur le Home 01, ce que j'ai lu était vraiment
une application qui allait concurrencer Flipper, puis vraiment au-delà, là, il a doublé presque toutes les features excusez le mot français, là, feature, mais qui étaient déjà disponibles avec Flipper. Mais d'après moi, ils vont être capables de faire en sorte que tous comment dire, tous les gens intéressés par cette sorte de technologie-là, on se le dira, on se le cachera pas, c'est des jeux pour grands, mais que les enfants vont se servir. Mais d'après moi, Greenpeace, elle a un beau projet dans les mains pour contrer le Flipper. Je trouve que c'est un très beau pied de nez, encore une fois, Greenpeace, dans une action non violente qui développe ça en poussant le projet pour sauver effectivement le flipper avec, comme on les connaît, hein, quelques astuces, parce qu'il y a des gens très connaissants dans les équipes de Greenpeace. Il y a c'est des militants écologiques qui sont prêts à remettre les schémas. Je pense qu'il y a même une protestation qui a été prévue devant le Parlement pour justement dénoncer le projet et promouvoir leur nouveau projet. Ils ont fait des choses assez audacieuses quand même, parce qu'ils ont réussi à injecter des schémas et des composants du flipper dans des véhicules électriques. Alors ça, c'est une opération vraiment coup de poing de Greenpeace, développement de la voiture écologique en termes électriques, écologiques. Et là, du coup, comme le flipper est intégré, si on bannit le flipper, on va bannir les véhicules électriques. Je trouve très très smart comme idée d'avoir intégré les différents composants à l'intérieur, et ça permet d'assurer la pérennité. Alors il y a des voitures électriques, il y a peut-être aussi même des téléphones, je crois que j'ai vu. Enfin, c'est vraiment une grosse emprise justement pour arrêter, pour sauver le flipper en le renommant. Mais Greenpeace, dans le fond, ils ont déjà, je ne veux pas faire de la publicité pour eux autres, mais ils ont déjà posé des bombes sur des bateaux pour les couler. Et ça fait que c'est vraiment, ça peut nous emmener à des actions qui peuvent être dommageables sur nos routes. Imaginez donc que toutes les autos infectées décident de partir de reculons. Au lieu d'aller d'avant, ils vont tous de reculons. Vous allez me dire, c'est pas nécessairement dangereux, sauf si tu roules à 110 à 20, puis ton auto se décide de partir de reculons. Je suis pas sûr que les gens vont apprécier. Je trouve qu'en tout cas, leur idée de faire perdurer le flipper est quand même bonne. J'ose croire qu'ils vont pas aller dans des actions aussi radicales que celle-là pour faire entendre leur voix. Mais ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire. Quand tu penses à ça, malheureusement, il y a des décès causés par leur tentative de faire passer leur message. Parce que passer un message coûte que coûte, c'est vraiment dangereux, là. Mais je suis loin de la cybersécurité, je l'avoue. C'est plus le côté écologique qui rentre en ligne de compte dans ce merveilleux monde qui est la planète Terre. Mais c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, parce que avoir malheureusement des accidents causés par des petits comiques qui décident de tourner à gauche quand il faut virer à droite, c'est pas viable. Je suis d'accord avec toi. L'extrémisme n'a pas lieu d'être. Et je pense que c'est pas le lieu là de cet échange d'actualité de parler de leur côté radical. Je trouve que l'idée de vouloir sauver le sujet polémique de notre ami Flipper, le transformer en mais c'est ça qu'il faut retenir. Et effectivement, là où il y a du radicalisme, où il y a de l'extrémisme, je pense que là, c'est pas la peine d'en parler. Mais c'est bien changé, parce que pour les plus jeunes qui nous écoutent, étant une bande dessinée aussi, là, qui est un dauphin, là. Ça fait que, tu sais, c'est le lien, Greenpeace c'était songé leur chose. Ça n'a pas été décidé sur un coup de tête autour d'une table lors d'un dîner, là. C'est vraiment été pensé. Alors ça donne un petit côté nostalgique à leur action. En plus, c'est tout à leur honneur, là. Je pense en effet que ce petit clin d'œil là va comment dire, raviver des souvenirs dans l'esprit des plus jeunes, là, comme tu le dis, Claude. Et lancer. Mais je pense aussi, je sais pas si vous vous souvenez là, pour les plus jeunes d'entre nous, des fameux algorithmes de déchiffrement des DVD qui étaient loqués en fonction des régions sur les nouveaux disques. Et on n'avait pas oui. On n'avait pas le droit de diffuser l'algorithme
sur format numérique, fait qu'il y a eu plein d'initiatives pour mettre ça sur des chemises, des t-shirts, des cravates, tout ce qu'on veut pour pouvoir diffuser l'algorithme autre que sous forme numérique. Et là, la Greenpeace tente aussi de faire ce genre de choses pour faire perdurer le flipper au Canada, en renommant son nom et pouvoir faire avancer. Je pense que ça fait du bien aussi pour la communauté cyber qui était un peu très partagée, très déchirée, pour savoir s'ils allaient pouvoir continuer à utiliser ce type de périphérique dans les mandats de pentest, toujours dans des mandats contrôlés, hein. C'est pas juste pour le fun puis s'amuser, mais dans des mandats contrôlés, dans des périmètres contrôlés. Donc ça donne une porte d'espoir à tous les pentesters, en tout cas au Québec, au Canada, pour pouvoir continuer leur travail. En espérant que tout le poids de Greenpeace puisse renverser la décision controversée du gouvernement du Canada, justement, pour nous amener ailleurs et justement nous sortir de cette controverse. Je trouve ça très, très louable de la part de Greenpeace de vouloir ramener un peu de paix chez les gens en cybersécurité. Et justement, en parlant de paix chez les gens en cybersécurité, on va terminer avec une petite nouvelle peut-être un peu plus légère, mais qui est quand même très importante pour la santé des gens qui travaillent en cybersécurité, puisque nous sommes dans un environnement très stressant, très exigeant. Nous avons beaucoup de cas de burn-out notamment ou de problèmes de cette nature-là qui nous habitent. Claude nous a amené une excellente nouvelle ce site-là avec le MedBed, justement, qui est une stratégie avec l'usage du quantique, justement, pour nous aider à nous revitaliser, à nous relaxer davantage et beaucoup plus rapidement, justement, nous aider à passer à travers des moments plus difficiles comme on a généralement en cyber. En tout cas, une méchante, si ça se concrétise au niveau du MedBed, j'ai regardé les specs, qu'est-ce que ça offrait comme possibilité. Je suis vraiment flabbergasté. Vraiment content des choses que ça peut apporter. Mais les gens qui ont fait des tests sur ce système-là ont vraiment ressourcé. Il paraîtrait que on a présentement 46% peut-être de fatigue cognitive en cybersécurité. Ça ferait baisser le taux de fatigue de entre 32-30%. C'est une chose intéressante pour des gens qui travaillent au niveau du stress. Parce que on parle des militaires, on parle des ambulanciers, les policiers, les pompiers, tous ceux qui ont les stress post-traumatiques, ce serait une chose plus facile à régler avec ce type d'équipement-là. Dominique, oui? Je trouve ça une bonne nouvelle emballante, là, parce que dans les cas, hein, pour avoir vécu des cybercrises, pour avoir vécu dans des contextes un peu compliqués, le chef de la sécurité, hein, il essaye de placer ses règles, de gérer les risques, mais quand l'accident arrive, parce que il y a une probabilité que ça arrive, hein, parce que le risque zéro n'existe pas, et le stress augmente, la pression augmente. Et là, en pouvant pouvoir se reposer, en maximisant ses heures de sommeil avec ce lit quantique. Alors, je n'ai pas encore bien compris tout le fonctionnement parce que il y avait des équations un peu mathématiques à l'intérieur et puis la notion du spin, etc. en termes des atomes. Je n'ai pas assez de connaissances en physique pour expliquer le principe, mais c'est fantastique de pouvoir se dire qu'on a un plan de secours pour le bien-être de tous ces experts en cybersécurité. La seule bémol, moi, c'est un abonnement. C'est que quand tu t'abonnes, tu prends une photo, tu mets ta position GPS, puis dès que tu fais ça, ça l'englobe ton lit, sur une bulle protectrice qui t'emmène à la détente extrême, là. Puis, dans le fond, c'est ça. Mais c'est l'abonnement. En lisant les commentaires, il y a des gens que même quand l'abonnement était fini, ils se sentaient quand même ressourcés. Peut-être pas au maximum, mais c'est des choses qui sont vraiment importantes là, pour amener la personne humaine. Parce qu'on est sollicité de plus en plus dans nos travails. En tout cas, pour ma part, je pense que vous autres aussi, pour vous avoir croisé. Puis on n'est pas les seuls. Puis si ça amène ça au niveau pour rétablir un genre d'équilibre, je pense que c'est une bonne chose.
Oui, clairement, c'est rare en fait d'avoir ce type d'avancée et puis c'est rare aussi qu'on s'intéresse aux problèmes finalement de nos activités de CISO, de réponse à incidents, etc. Là, c'est quand même une avancée assez intéressante parce que tout le monde est usé, il y a de plus en plus d'attaques, il y a de plus en plus de technologies à mettre en place, il y a de plus en plus d'attaquants, il y a de plus en plus de conflits qui génèrent aussi de nouvelles attaques, etc. Là, et c'est quand même une méthode assez simple là qu'on va pouvoir utiliser presque quotidiennement là quand on est sous pression là pour pouvoir récupérer et puis revenir surtout très en forme pour affronter ce type de défi. Mais je pense qu'il y a aussi l'option qui t'englobe aussi sur ta chaise de bureau où tu peux t'octroyer une petite pause de 20-30 minutes sur ton lieu de travail. Non, j'ai cru voir cette option là qui te permet de dormir. Je l'ai vu déjà utilisé en tout cas il y avait des prototypes où ils montraient ça dans certaines grosses administrations. Donc, mais c'est la preuve que le quantique est à nos portes parce qu'on a de plus en plus d'équipements, de choses qui font appel au quantique. Ben, on se remonte à 10 ans, puis on disait le quantique, on voyait ça dans les films de James Bond. Là. Hey, non, ça arrivera jamais. Mais non, c'est à nos portes. Tu sais, c'est ça qui est surprenant, là. Très intéressant d'ailleurs, puisqu'on a en plus des centres de recherche au Québec qui sont spécialisés là-dedans, puis je pense qu'ils ont quand même contribué une bonne partie à cette recherche-là spécifiquement pour améliorer le bien-être de tous les gens et justement nous amener ailleurs et pouvoir progresser de façon plus sereine en cybersécurité et en général. Écoute, moi je trouve que maintenant on ne pourra plus dormir au gaz, il va falloir dormir au quantique. Je trouve que l'expression va peut-être faire un peu une évolution là. Je trouverais ce serait un juste retour des choses d'avoir ça là avec cette nouvelle intéressante. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a toujours pris le quantique comme une menace et que finalement, il y a quand même des applications qui vont pouvoir être positives. On a toujours peur de ce mot-là là depuis des années. Et puis là, on a des applications vraiment incroyables qui nous sont offertes et qui vont nous faire vraiment du bien, quoi. Ah, mais c'est clair. Moi, je pense que c'est des choses que je vais pouvoir remettre dans mes recommandations. Je fais des mandats d'accompagnement de maturité. C'est clair que ce point-là, pour sauver du temps, de la paix d'esprit pour les gestionnaires de cybersécurité, pour les équipes de SOC, pour même des fois même, je pense même qu'il pourrait y avoir des extensions pour des patrons d'entreprise. Voilà, franchement, c'est quelque chose de très rassurant à pouvoir mettre. Mais on parle souvent qu'il est venu un temps qu'il y en ait des chaises de massage. Il y avait des gens qui massaient. Ça fait que pourquoi pas avoir une salle de repos avec mettons, une chaise quantique. Ça serait vraiment merveilleux pour les... C'est sûr que les réservations seraient pleines, je suis certain. Absolument, c'est une très belle technologie. Ça va être pour le bien-être de tout le monde. Sur ce, je vous remercie, messieurs. Ça a été un excellent revue d'actualité que nous avons effectuée. Et pour ceux qui n'étaient pas rendus compte encore à se rendre à ce stade-ci, nous sommes le 1er avril et si j'ose espérer que vous n'avez pas cru même pas 1% de ce qu'on a dit. Bref, on a eu énormément de plaisir à s'amuser, à faire dévier un peu les choses. Je remercie énormément mes 3 collaborateurs qui ont eu l'idée, d'ailleurs, de faire cet élément de folie-là, dans lequel, justement, puis c'est pour ça qu'on a fini avec le quantique, quelque chose de drôle, quelque chose pour se détendre. La cyber, on prend trop ça au sérieux. Et ça aussi, c'est un bel exemple qu'il faut, justement, passer outre de ce sérieux-là et de rire un peu de toutes ces situations. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas Loïc pour l'invitation. Merci beaucoup à tous. Merci Nicolas, merci à vous tous.